Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Allan Ramsay, 1713-1784. Portrait de la reine Charlotte Sophia. Huile sur toile, 1761. Oxbridge College Art Collection. La reine Charlotte d'Angleterre, 1744-1818, née Charlotte de Mecklembourg-Strelitz, était-elle blanche, noire ou métisse? Dans sa série à succès consacrée aux amours passionnés de la reine Charlotte et du roi George III, Netflix a tranché et opté pour une reine noire, dont le rôle est tenu par l'actrice Golda Rosheuel. Netflix s'appuie sur une thèse émise par l'auteur jamaïco-américain G.A. Rogers dans les années 1940. Cette thèse affirme que la reine Charlotte, bien qu'allemande, comme la plupart des membres de la famille royale britannique, aurait contenu dans son arbre généalogique, par ses liens dynastiques avec la famille royale portugaise, des ancêtres africains, agrégés aux branches dès les premiers temps de la colonisation de l'Angola, 2 siècles plus tôt, en 1575. Et ce, par le biais de Margarita de Castro y Souza. Oh, mius Deus! Oh mon Dieu! Oh my God! Même si il n'a jamais été formellement prouvé que la reine Charlotte, malgré ses traits, ait été noire, l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît et le sujet est passionnant parce qu'exemplaire de la façon dont les peintres du passé présentaient les personnages dont ils étaient chargés de faire le portrait en fonction des enjeux politiques du moment. C'est moi ça! Regarde-moi, j'ai perdu 3 kilos, je ne mange même plus de bouillie, rien du tout. J'ai l'air d'une pauvresse. On sait qu'en général, ils hésitaient peu à retoucher et même à travestir leurs modèles et à s'arranger de leur anatomie pour les faire correspondre à ceux qui devaient convenir aux familles et au royaume. On ne compte plus ainsi les bosses, les pieds beaux, les dents pourries, les nez péninsulesques, les yeux crevés, les strabismes prononcés et autres difformités soigneusement gommaient des portraits et en particulier des portraits de fiançailles. Une grosse rousse d'une 60aine d'années, assez vulgaire. De qui parle-t-il? Dans le cas d'une reine, l'affaire se corse car c'est un personnage qui, eu égard à son rang, est généralement très peint tout au long de sa vie et par divers artistes. En ce qui concerne Charlotte, pas moins d'une vingtaine de portraits officiels, tous conservés soit dans les collections royales britanniques, à travers les divers palais de la famille régnante, soit dans les plus grands musées du monde, parce que l'œuvre de peintres de très grand renom. Si la reine Charlotte était noire ou métisse, il devrait donc forcément y en avoir au moins un de ces portraits dans lequel cela se voit. Et bien précisément, c'est le cas. Jacob! Oh, Jacob. Oh, maîtresse. Sors. Et ce sont donc plus que jamais les tableaux qui vont vraiment parler. C'est en observant quelques-uns de ceux qui ont été peints par les plus grands peintres du XVIIIe et XIXe siècle, donnés en lien, que nous allons pouvoir nous forger notre opinion sur ce sujet. En l'occurrence, les portraits peints par Benjamin West, Thomas Gainsborough, Joshua Reynolds, Thomas Lawrence et Allan Ramsay. Tous immenses maîtres en leur temps. Le plus émouvant étant le portrait daté 1789 et qui représente la reine Charlotte habillée comme la reine Marie-Antoinette à la prison du Temple. Qu'un spectacle je vois sur un lit verdoyant, enrichi de la maille de maintes fleurs naissantes. Good morning, ladies. Would you mind excusing us? Quant à Allan Ramsay, il fut définitivement celui, comme nous pouvons le voir sur ce portrait, qui peignit le plus la reine en essayant de ne pas dissimuler ses traits métis. Les autres portraits, donnés en lien de ce podcast, préférant tous diluer les caractéristiques physiques de la reine sous les canons de la mode du moment et surtout sous les fards, les poudres et le blanc d'Espagne, encore utilisés en abondance à cette époque. Charlotte de Mecklembourg-Strelitz débarque en Angleterre le 8 septembre 1761. Elle ne connaît pas son promis, le roi George III, longtemps resté célibataire, et auquel on la livre 6 heures après son arrivée, après un voyage pourtant éprouvant. Elle ne parle pas un mot d'anglais et les noces ont lieu le soir même.
Moins d'un an après son mariage, la jeune reine donne naissance au futur George IV, le premier de 15 enfants, dont 13 survivent jusqu'à l'âge adulte. Après son 14e enfant, éprouvé par tant de grossesses obligatoires, la reine dira « Je ne pense pas qu'un prisonnier puisse souhaiter plus ardemment sa liberté que je ne souhaite être débarrassé de mon fardeau et voir la fin de ma campagne d'engrossement. » Au moins, voilà qui est clair. C'est que dès le début, la vie à la cour est aussi difficile pour cette Allemande qu'il le fut au même moment pour sa contemporaine autrichienne, la jeune Marie-Antoinette à la cour de France. La reine Charlotte se heurte notamment à sa belle-mère, la sévère et fielleuse Augusta de Saxe-Gotha-Altenburg, surtout au sujet de la rigidité extrême des règles qui régissent le moindre de ses déplacements. Fais attention à ce que tu fais, idiote! Dès son arrivée à Londres, elle avait été l'objet de quolibets concernant son physique, qualifié alors sous le manteau carrément de négroïde. Oh my god. Oh, le dandy et homme politique Horace Walpole, connu pour avoir la dent dure, la décrit ainsi: des caractéristiques assez ordinaires. Un visage aux narines trop écarté, avec une grosse bouche qui a le même défaut. Une grande pâleur, sans doute obtenue grâce à l'excès de fard. D'elle-même, la reine dira « Les Anglais ne m'aimaient pas beaucoup parce que je n'étais pas jolie ». Une opinion qui changea puisque lorsqu'elle s'éteignit en 1818, elle était littéralement adulée de la population et elle l'est toujours encore aujourd'hui d'ailleurs. Samuel, what would the time be? La reine Charlotte, très férue d'art, protège entre autres Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach et les meilleurs artistes et architectes de son temps, s'intéresse à la botanique en créant les Kew Gardens et vit une véritable passion amoureuse avec son mari George III avant que celui-ci ne sombre hélas dans la folie. Sa douleur est alors extrême. Elle sombre dans la mélancolie, lançant ainsi malgré elle une mode de l'affliction déjà romantique avant la lettre chez nombre de jeunes femmes de l'aristocratie anglaise. Lady Lyndon tended to a melancholy and maudlin temper, and left alone by her husband, was rarely happy or in good humor. La reine se réfugie avec dignité dans le grand domaine que George III lui a offert, la maison de la reine, Buckingham House, aujourd'hui connue sous le nom de Buckingham Palace. Quelle que soit la première impression de Walpole, le seul à s'être exprimé aussi frontalement en son temps, la reine Charlotte, si elle a l'air pâle et noyée sous les phares dans le portrait officiel que Ramsay en fit en 1762, aujourd'hui dans les collections de Buckingham, ou dans celui qui la représente au clavecin avec ses enfants, ne l'est pas du tout dans ce gracieux profil au collier de perles qui est sans doute le plus proche de la vérité et que réalisa Alan Ramsay en 1761, tout de suite après le mariage de Charlotte avec le roi George III, au moment où elle était accessoirement la plus heureuse des reines. Il ne peut en tout cas pas s'agir d'une erreur de palette. La reine Charlotte donna son nom à une maternité de Londres qui le porte depuis 1739, en faisant ainsi la plus ancienne maternité du Royaume-Uni. C'est le fils de la reine Charlotte, le duc de Sussex, qui la persuada de donner son nom à cet hôpital. On remarquera au passage que presque 300 ans plus tard, le titre de duchesse de Sussex est toujours porté, et avec un sens de l'à-propos que la monarchie britannique adore, par une certaine Meghan Markle. Virgule musicale, Wolfgang Amadeus Mozart, sonate pour piano et violon en si bémol majeur, Köchel 15, écrite à l'âge de 8 ans pour Sa Majesté la Reine d'Angleterre Charlotte Sophia, La Cage aux Folles, Michel Serrault, Ugo Tognazzi et Jacob, Stanley Kubrick, Barry Lyndon, Scène 6.